Some of us dance and sing to ABBA and Avicii. Sometimes I get the feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get the feeling. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo très joyeuse, hein. Voilà, autant se le dire d'entrée de jeu, je préfère planter le décor, car aujourd'hui nous allons parler du très célèbre DJ Avicii, de son ascension jusqu'à sa triste fin. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, restez avec moi. Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, est né le 8 septembre 1989 à Stockholm, mais il est également connu sous d'autres pseudonymes, notamment Avicii, mais également Tim Berg et Tom Hanks. Avicii, d'après ce que ses proches disent, c'était un garçon très introverti. Il avait même, dès l'adolescence, des petits problèmes de déprime. Il avait déjà des épisodes où ça n'allait pas très bien. Ses parents l'avaient même emmené consulter un spécialiste. Ça a eu l'air de lui faire du bien. Mais déjà, c'est quand même important de souligner que c'était quelqu'un d'introverti. C'est un trait de caractère qui ressort énormément quand on parle de Tim. Et c'est pas nouveau, quoi. C'était vraiment dès l'adolescence. À 17 ans, il commence à produire des morceaux, notamment des remixes. À cette époque-là, il faisait que des remixes. Et il travaillait sur un ordinateur qui s'appelle le Commodore 64. Alors ne me demandez pas du tout de vous expliquer le concept du quoi, du que qu'est-ce. J'y connais rien du tout. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il jouait du piano et de la guitare. Mais il se trouvait pas hyper bon, tout simplement. Du coup, il ne se voyait pas réellement crédible en tant que musicien tel quel. En revanche, sur l'ordinateur, il arrivait à reproduire des sons qui faisaient donc office de piano, de guitare et plein d'autres instruments. Donc ça, on va dire, cette manière de travailler sur ordinateur, ça lui convenait beaucoup plus. Et donc, comme je vous dis à ses tout débuts, il commence avec un titre qui s'appelle Lazy Lace, qui sortira sous un label nommé Strike Recording. Il balance pas mal de morceaux sur des blogs de musique, également aussi sur MySpace, et il veut avoir l'avis de connaisseurs ou voilà, de DJ avérés. Donc il a beau poster des morceaux, il n'a pas vraiment de réponse jusqu'à un jour où il y a le DJ Tiesto lui-même qui va lui donner son avis en lui disant voilà, modifie ceci ou essaye un petit peu ça. Enfin voilà. Et là pour Avicii, c'est juste waouh, truc de ouf quoi. DJ Tiesto qui vient écouter sa musique et qui lui donne des conseils. Et à cette époque-là, parenthèse, là il balance des morceaux sous un autre pseudonyme qui est Timberman. Et ça va finir par payer parce qu'il va se faire remarquer par un homme qui s'appelle Arash Pournouri, H pour les intimes, donc on va l'appeler H, genre c'est notre pote quoi, alors que non, mais bon, tout le monde l'appelle H, donc on va l'appeler H, et qui lui en fait, ce type qui va être son manager, il a tout de suite senti le truc avec lui, quoi, le génie en devenir, et il dira, je cite, « Mon ambition était de faire de lui non pas un DJ, non pas un producteur, mais un artiste. » Et pour le coup, on peut dire qu'il va vraiment y arriver. Et petite parenthèse pour savoir pourquoi finalement il va choisir le pseudo Avicii au lieu de tous ses autres pseudos. Tout simplement parce que sur MySpace, tous les pseudos qu'il voulait mettre étaient déjà pris, y compris même son propre nom. Du coup, il va se souvenir de quelque chose qu'un de ses amis lui avait parlé, le premier niveau de l'enfer bouddhiste, à savoir donc Avicii. Donc il a choisi Avicii. Donc là, toujours en 2007, ça y est, il a son manager et va sortir un autre titre. Voici son premier titre pour le coup et pas un remix, qui s'appelle Man, et là ça sera pour le label Bedroom Bedlam et ça va plutôt bien marcher et il signera l'année suivante en 2008 chez At Night Management. À 19 ans, donc encore l'année d'après, il prépare son mini-album, donc un EP. Et pour l'annoncer, il va sortir un premier titre qui s'appelle Sound of Now. Et il va également être sollicité par d'autres artistes pour créer des remixes. Et grâce à son titre Ryu, extrait donc de son mini-album, il va être nommé Track of the Week, morceau de la semaine, dans l'épisode 113 du podcast de DJ Tiesto. En 2010, il va commencer à percer avec quelques titres, dont un tube qui s'appelle Sick Bromance. Et cette même année, il va signer un contrat chez EMI Group. Et là, encore une
une fois, hein, vu qu'il se fait de plus en plus remarquer, il a des nominations, il obtient des prix. Il y a carrément Bob Sinclair lui-même qui va lui réclamer des remixes. Mais c'est réellement, alors je sais, je dis ça chaque année, mais vraiment en 2011, il va cartonner avec le titre Levels, que là je pense que pour le coup vous le connaissez tous. Qui sera l'un des morceaux électro les plus marquants de l'année 2011. Il enchaîne encore un énorme succès derrière avec Good Feelings, qui est en featuring avec le rappeur américain Florida. Donc ça pareil, je pense que ce morceau vous le connaissez. Et à sa sortie, il sera certifié disque de platine en Allemagne ainsi qu'en Belgique, mais aussi aux États-Unis, en Italie, en Australie et en Suède. Et il aura également 2 disques d'or pour le Royaume-Uni et le Danemark. C'est pas mal quand même. Mais c'est pas terminé. Il va être classé 6e parmi les plus grands DJ du monde. Et il aura même une nomination au Grammy Award. Bon là, autant vous dire qu'Avicii, ça y est, c'est devenu une star. Même Madonna va faire appel à lui pour remixer un titre qui s'appelle Girl Gone Wild et qui sort donc le 20 avril 2012. D'ailleurs, petite polémique autour de ça parce que Madonna va venir le rejoindre sur un set. Donc ça se passe à l'Ultra Music Festival et voilà, je sais pas, ça va gazer sur les réseaux sociaux, quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Et voilà, la machine Avicii continue, il va enchaîner les tubes, il va enchaîner les hits. Il va même mettre à disposition un titre gratuit pour fêter ses 2 millions de followers sur Facebook. Et le titre s'appelle simplement 2 Millions. Cadeau, quoi. Il l'a mis en téléchargement complètement gratuit et légal. On a dans la foulée aussi Lenny Kravitz qui va lui demander de faire un remix pour lui. Également Salem Al Fakir. Et on le retrouvera pour l'été 2012 au festival américain Lollapalooza. La même année, le 29 décembre 2012, pour le plus grand bonheur de ses fans, il sort un titre en collaboration avec Nicky Romero et quelques jours après, le 9 janvier 2013, il nous dévoile son tout nouveau projet qui s'appelle XU. Donc là, en fait, il était en collaboration avec la marque Ericsson et en fait, le concept de ce projet, c'était que lui, en fait, il créait une mélodie au piano, il la postait sur le site dédié à ce projet aviciiu.com et il appelait tout simplement, en fait, ses fans qui s'y connaissaient en musique, venir rajouter leur truc à eux, quoi. Et du coup, après, il va rassembler tout ça. Malheureusement, bon, ça n'a pas hyper bien marché. Et cette année-là, 2013, ça va enfin être également l'année pour sortir son album solo. Donc pas un mini-album ou quoi, là, un vrai album. Et là, ça va être juste un énorme gros buzz en fait, parce qu'il va surprendre tout le monde, notamment quand il va se produire sur scène avec le chanteur Aloe Black. So wake me up when it's all over. Il s'attendait pas à ça en fait. Cette chanson, je sais pas comment vous dire en fait, ça a été ma chanson, ça l'est toujours, hein, préférée d'Avicii. Elle met de bonne humeur et la mélodie, c'est vrai qu'elle est particulière, c'est pas un son électro. Il y a un peu des sonorités country, voire même pop. Enfin voilà, il a vraiment mélangé différents styles. Et il va également travailler avec 2 membres du groupe ABBA. Et ça en fait, ce morceau-là, ce sera pour le générique de la finale de l'Eurovision 2013 qui se passe à Malmö en Suède. Et ce titre s'appellera Rewrite the Story. Et la petite polémique, hein, sinon on s'ennuie. Le magazine GQ il va en fait publier un entretien qu'il a eu avec Avicii, où là en fait c'est pas cool, le magazine va s'attaquer à ses fans en les traitant de drogués, et selon eux, Avicii prétend qu'être DJ est facile et qu'il ne se prépare pas avant ses lives. Bon, Avicii va très vite réagir dans les jours qui vont suivre. Il va alors mettre un post bien sondé sur Facebook. Il va dire que la journaliste qui l'a interviewé, elle y connaît strictement rien à l'électro, que de toute façon, ça avait vraiment pas l'air de la passionner et qu'elle a, je cite, misérablement échoué dans son travail en déformant mes propos. Le deuxième single donc de son album True sortira le 17 septembre, donc juste après la grande vague de l'été Wake Me Up, qui s'appelle You Make Me, chanté par Salem Al Fakir. Bien qu'il ait un chouïa moins de succès que Wake Me Up, bon bah de toute façon Wake Me Up est tellement là-haut quoi que même un tout petit peu en dessous, ça reste quand même dans les étoiles quoi, donc ça va grave marcher. Et pareil pour le 3e extrait de l'album qui s'appelle Hey Brother. Le 6 novembre 2013 a lieu la grande cérémonie des Energy DJ Awards où Avicii est élu meilleur DJ international. 3 jours après, le 9 novembre, il démarre sa tournée True
tours et il a démarré à Los Angeles. Il fera également partie des têtes d'affiche à l'iTunes Festival à Londres aux côtés de Lady Gaga, Ellie Goulding, Katy Perry. Et il sera également de passage à Paris, à Bercy le 14 février 2014, joyeux Saint-Valentin, où il jouera à guichet fermé. Et là j'ai vu qu'en fait c'était la deuxième fois qu'il venait à Paris. Il était déjà venu en 2009, donc vraiment dans ses débuts quoi. Et c'était pour la Technoparade. Donc là quand je vous dis qu'il est parti en tournée, comprenez bien qu'il a fait une tournée mondiale. Hein. Il a fait les States, il a fait l'Amérique latine, il a également fait donc l'Europe. Enfin voilà, il a voyagé partout. Donc c'est quand même important de le souligner, c'est que c'était pas une petite tournée nationale quoi. Ça va en fait jamais s'arrêter. Ça va être tout le temps comme ça. Le type il va faire que de la route en fait. Il va être tout le temps en déplacement. En janvier 2014, il annonce sur Twitter qu'il travaille déjà sur un deuxième album qui s'appelle True, Avicii par Avicii. Donc quand se repose-t-il, on se le demande. Et en fait, cet album est censé être un remix de l'album précédent. Il va vraiment plus les remixer de manière électro. Et on apprend le 27 février 2014 que son titre Wake Me Up est le premier morceau à avoir atteint la barre des 200 millions d'écoutes sur Spotify. Les collaborations continuent, hein, notamment une avec Chris Martin du groupe Coldplay. Tout de suite après, Avicii collabore avec qui? David Guetta pour le titre Lovers on the Sun. Sauf que voilà, c'est là que ça va commencer à partir sérieusement en cacahuète. Nous sommes donc rendus au 27 mars 2014. Avicii tombe malade, il se retrouve à l'hôpital. Du coup, obligé d'annuler ses concerts parce qu'à ce moment-là, il est toujours en tournée et il souffre d'une pancréatite aiguë due à une trop grande consommation d'alcool ainsi que de boissons énergisantes. Et là, on a pu voir des petites séquences. On voit donc Avicii sur son lit d'hôpital en train de parler avec les médecins. Alors, précisons quand même que le gars, il est sur un lit d'hôpital en train d'agoniser, mais il a son ordi sur lui, quoi. Il n'arrête jamais. Donc là, les médecins lui annoncent que faut lever le pied, quoi. Là, c'est pas terrible, quoi. Donc à ce moment-là, en plus, il se trouve en Australie. Il est en pleine tournée. Ouais, mais il va falloir te reposer, quoi. Alors effectivement, je crois qu'ils ont annulé le concert du soir et du lendemain pour finalement repartir poursuivre la tournée. Et plus tard, justement, dans le documentaire, on apprendra qu'à ce moment-là, en fait, Avicii a été complètement dans le gaz, en fait, par le traitement que les médecins lui ont donné. Et ça, par contre, tout ce qui est traitement médical, je vous en parlerai vraiment à la fin de la vidéo, quand je donnerai mon avis, même si on me l'a pas demandé, je le donnerai quand même. Donc, toute la partie médicaments, tout ça, on se la garde pour la fin. Mais toujours est-il que là, par rapport à cet épisode marquant, voici ce qu'Avicii dit, donc je vous cite: « Je prenais toutes ces pilules qui n'étaient pas censées créer de dépendance et elles m'ont rendu encore plus anxieux. » Donc déjà là, c'est quand même un élément important, gardez bien ça en tête, que c'était pas censé être addictif, ça l'est devenu. Il était déjà anxieux de base, hein. Ça aussi, gardez-le bien en tête, depuis l'adolescence, c'est quelqu'un d'anxieux, ça va pas quoi en fait. Et notamment, bien sûr, hein, ils lui ont fait la morale par rapport à l'alcool, vu que c'est en grande partie ça, on va dire, à ce moment-là qu'il l'a emmené à l'hôpital. Donc il dit: « Au début, j'avais trop peur pour boire, je ne voulais pas merder, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment tendue quand je ne buvais pas. Alors j'ai trouvé le remède miracle, boire un verre ou deux avant de commencer. » Et là, si vous voulez, c'est donc quelque chose de très très important en fait, c'est qu'à la base Avicii n'était pas forcément porté sur la bouteille, mais c'est vraiment son anxiété qui a commencé à prendre un peu trop le dessus sur sa vie. Je pense également qu'il y a un énorme facteur qu'il faut pas oublier, quoi. C'est un DJ, c'est des soirées, de l'alcool forcément, peut-être même d'autres choses qui circulent. Donc forcément cette vie-là, la vie du showbiz, la célébrité, le star system, et en plus le monde de la nuit, je pense que là ça doit être très très tentant, surtout pour un jeune. Il est dans sa vingtaine, donc c'est l'âge où on a envie de profiter et tout. Je peux comprendre que la combinaison de tout ça les conduit vers la voie de la boisson. Donc au final, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien d'étonnant, quoi. Et d'ailleurs, on apprendra beaucoup plus tard, mais là pour un souci de chronologie, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, qu'il tenait un journal. Et dans ce journal, justement, à cette époque-là, il a mis sur papier: « J'ai eu du mal à accepter de ne plus jamais boire, bien que tous les médecins m'aient fortement conseillé d'attendre au moins 1 an avant de prendre une bière. Ces jours à l'hôpital ont été les plus angoissants et les moins stressants de ces 6 dernières années. Ce sont mes vraies vacances, aussi déprimant que cela puisse paraître. » C'est vrai que c'est déprimant. C'est une vie de fou, quoi, une vie de dingue. Et ce qui va pas arranger les choses non plus, c'est que malheureusement, les douleurs qu'il va avoir suite à sa pancréatite, elles ne vont pas s'estomper comme elles auraient dû
s'estomper. Et à cause d'ailleurs de ces douleurs, il va perdre énormément de poids, il va perdre une dizaine de kilos. Donc la première fois, parce qu'il a fait 2 séjours à l'hôpital, 2 séjours assez rapprochés, la première fois les douleurs, elles ne l'ont pas quitté pendant 1 mois, et la deuxième fois, il dit que ça a duré 4 mois. Le 3 octobre 2014, il va sortir 2 nouveaux singles qui s'appellent The Day, collab avec Robbie Williams, et Love Myself, qui est en collab avec Wang Lee Home. À la nouvelle cérémonie des Energy DJ Awards le 12 novembre 2014, il est à nouveau élu meilleur DJ international et il remporte également l'award du meilleur album dance electro pour True. En 2015, alors là, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé de date précise. J'ai vu que sa famille l'a envoyé dans un centre de désintoxication situé à Ibiza. Et justement, là-bas, il va continuer à écrire dans son journal intime et il va également y relater la confrontation qu'il a eu avec sa famille juste avant qu'il l'envoie là-bas. Et il dit, je cite, « Le futur team gérera la douleur. Le futur team gérera mieux que le présent team car il y a déjà trop de douleurs présentes, plus urgentes à gérer. » Moi, ça me brise le cœur en fait de voir des choses comme ça parce que on voit qu'il y a un profond mal-être et un profond mal physique également. Il y a tellement en fait de drapeaux rouges avec ce garçon que... Bref. Poursuivons. Il va se faire retirer donc la vésicule biliaire ainsi que l'appendice et du coup il va devoir annuler toute une série de concerts, mais il revient avec encore une nouvelle collaboration avec Madonna pour le titre Rebel Heart et en mai 2015 il va sortir un remix de Nina Simone, Feeling Good. J'adore ce morceau et j'adore comment il l'a remixé, mais c'était pour l'occasion d'une pub pour une voiture. Et en mai 2015 il sort encore un titre qui s'appelle Waiting for Love qui est pour le coup un extrait de son prochain album. Oui, je vous dis, il n'arrête pas, il y a encore un nouvel album qui va sortir qui s'appelle Stories. Et encore une fois, à l'annonce de tout ça, il repart en tournée mondiale. Ça donne le vertige. Franchement, je vous invite vraiment à regarder le documentaire Avicii parce que vous allez vous rendre compte à quel point c'est un truc de ouf en fait, tout ce qu'il a vécu. En mars 2016, le 10, il dévoile un nouveau titre qui s'appelle Taste the Feeling. Ça, c'est pour Coca-Cola. Et il va également être le visage d'une nouvelle ligne pour Ralph Lauren. Sauf que là, bon, encore une fois, il est en tournée mondiale, ça recommence à pas aller du tout, quoi. Donc là, 2016, ras la casquette, il est en plein burn-out, il est fatigué, il est malade, il est en stress. Ça fait donc maintenant 8 ans qu'il est en tournée en permanence. Il est en concert tous les 3 jours. Donc là, juste stop. Et je vais vous citer ce qu'il dit et qu'on entend également dans le documentaire. Je leur ai dit 1000 fois, j'imagine son manager ainsi que son staff, quoi, que je n'étais plus capable de jouer, que tout cela allait me tuer. Je ne veux plus envisager de faire une autre date. Ma vie est dominée par l'angoisse. Mon ressenti, c'est que tout cela a trop duré. Ça fait 8 ans que mon corps essaye de me dire que stop. Cette scène dans le documentaire, on le voit au téléphone avec son manager H. Et son manager, on voit qu'il lui met la pression derrière à dire mais tu te rends compte financièrement tout l'argent que tu vas perdre, tu te rends compte qu'on a des investisseurs et tout, on peut pas tout lâcher comme ça, on peut pas annuler comme ça. On a d'ailleurs un proche qui rapporte que pendant l'année 2015, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et c'est donc le 29 mars 2016 qu'il va annoncer publiquement mettre fin à sa carrière live, donc il n'arrête pas la musique, juste il arrête toutes les représentations, sauf que il est encore en tournée, donc il a encore des dates quand même à assurer. Là en l'occurrence, il avait plusieurs dates à faire à Las Vegas, il va en annuler. Il montera encore sur scène au Japon et sa dernière scène aura lieu à Ibiza, à l'Ushuaïa d'Ibiza, le 28 août 2016. Donc là, ça y est, dernière représentation. Avicii tire sa révérence et là, petit bilan, entre 2008 et 2016, il a assuré pas moins de 813 shows pour 250 000 $ par prestation. Mais comme je vous dis, pour autant, il n'arrête pas la musique. Et il annonce également la sortie d'un documentaire dont il est l'objet, qui s'appelle Avicii True Stories, dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Documentaire donc qui sera disponible sur Netflix en octobre 2017. C'est un ami à lui qui l'a filmé sur une période de 4 ans. Et vraiment, l'intention majeure de ce documentaire était d'être brutalement honnête. Et oui, c'est le cas. On voit vraiment un Avicii angoissé, stressé, frôlant le burn-out à plusieurs reprises, mais également on découvre sa
personnalité, à savoir donc quelqu'un d'introverti. Et il travaille déjà sur un prochain album que malheureusement il ne sortira pas parce qu'il va décéder avant. Et là donc on en arrive au moment fâcheux de la vidéo. Le vendredi 20 avril 2018, dans l'après-midi, Avicii va être retrouvé inanimé dans une chambre d'hôtel qui se situe à Mascate alors qu'il était en vacances avec des amis. Donc il est parti à l'âge de 28 ans. Donc suite aux 2 rapports d'autopsie qui ont été effectués, les autorités affirment que la piste criminelle est complètement écartée. Et avant qu'on sache réellement la cause de son décès, on a une mannequin qui s'appelle Teresa Kacerova qui va sortir de l'ombre en disant qu'elle est la compagne secrète d'Avicii. Donc pour l'occasion, elle va publier des photos d'elle et d'Avicii, mais également de son fils, car elle a déjà un petit garçon. Et c'est vrai qu'elle n'a pas l'air de mentir, en tout cas on le voit proche du petit, proche d'elle, enfin on voit que c'est un couple, et elle affirme même qu'ils voulaient garder leur relation secrète parce que, comme toujours, trop de pression, trop de regards, tout ça, et ils avaient même prévu de fonder une famille. Sauf qu'elle va se manger les foudres des fans. Elle est également son ex, qui va aussi poster du coup des photos d'elle et de Tim, et c'est mal pris parce que les gens affirment que du coup en postant des photos d'elle et de Tim, Avicii, en fait c'est juste pour se faire du buzz, quoi, pour attirer la lumière sur elle, et elle va vraiment subir pas mal d'harcèlement, cette Teresa. Elle va même se faire hacker son compte Instagram. Il n'y a plus aucune photo de elle et de Tim, il y en a seulement une qu'elle a repostée pour son anniversaire. Alors je sais plus si c'est l'anniversaire de son décès ou son anniversaire, et on le voit de dos, mais on comprend très bien que c'est lui. Et c'est le 26 avril qu'on va avoir la famille de Tim qui va publier une lettre ouverte. Ils vont déclarer: il était perturbé par ses pensées sur le sens de la vie et le bonheur. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Il voulait trouver la paix. Il y a également l'hôtel dans lequel a résidé Avicii quelques jours avant sa mort, qui s'appelle le Muscat Hills Resort, qui va publier un communiqué officiel où ils vont dire qu'il était de bonne humeur, amical avec tout le monde, et qu'il s'était montré très gentil et courtois avec le personnel. Bon, là naturellement, ça jette un grand voile parce que on se dit mais pourtant il avait tout arrêté. Les tournées il en faisait plus, les prestations live il en faisait plus, il s'était refait une santé. D'ailleurs, on voit qu'il avait repris du poids. On peut se dire à ce moment-là, mais c'est rageant, il a passé le plus dur, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, c'est la dépression qui ressort. Il souffrait toujours de dépression, malgré les apparences. Et franchement, là, c'est le truc qui est un peu malaisant, quoi. C'est encore toujours ce site TMZ, ce site de tabloïds, qui va révéler les circonstances exactes du décès d'Avicii. Donc là, âme sensible, s'abstenir. Avancez la vidéo si vous voulez pas savoir les détails, enfin en tout cas la manière. Donc selon les révélations du site TMZ, Tim se serait ôté la vie avec un tesson de bouteille de vin. Il se serait infligé des coupures au poignet ainsi qu'au cou, ce qui aurait donc entraîné une hémorragie. Moi, je vous cache pas que, malgré que je voulais pas vraiment savoir les détails de ce qui s'est passé, il n'empêche que quand j'ai lu ça, je me suis posé des grandes questions parce que je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce soir-là, il a eu une rechute avec l'alcool et que peut-être il s'est déçu de lui-même et que, je sais pas, du coup, voilà, dans un excès de colère, je sais pas, du coup, voilà, il a eu ce geste fatal. Et il y a quelque chose qui vient un petit peu démolir, entre guillemets, ce que je vous dis là, à savoir que si vraiment c'était un acte impulsif, on a remarqué que Tim avait donné pas mal d'argent à des associations caritatives juste avant son décès. C'est quelque chose qu'il faisait très régulièrement. Il le dit lui-même. Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente est d'en donner aux gens dans le besoin. Mais il en a fait beaucoup justement quelques jours avant son décès. Donc pour certains médias, c'était le signe que c'était prémédité. Et apparemment, il y a eu une fuite du gouvernement d'Oman, donc là où a été retrouvé Tim. On a retrouvé des substances près de Tim, dans sa chambre d'hôtel, mais ils n'ont pas précisé lesquelles. Il sera enterré au cimetière boisé de Stockholm 7 semaines après son décès, soit le 8 juin 2018. Une fondation sera même créée en son nom, sortira son album posthume avec l'autorisation de sa famille. Il est sorti le 6 juin 2019 en s'appelant tout simplement Tim, et toutes les recettes de l'album
ont été reversés à la fondation qui porte son nom. Vous doutez bien qu'il va y avoir de nombreux hommages à travers le monde. Sa fortune au moment de son décès est estimée à 85 millions de dollars. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a son père qui a été interviewé à plusieurs reprises et qui est revenu justement un peu sur tout ça, en fait, sur le départ prématuré de son fils. Il pense vraiment qu'il n'a pas planifié de mettre fin à ses jours. Pour lui, en fait, c'est tout simplement le rythme infernal que menait son fils qui l'a détruit, en fait. Il n'y a pas à chercher plus loin. Le 5 décembre 2019, à Stockholm, il y a eu le Avicii Tribute Concert à la Friends Arena et cet événement hommage a réuni 58 000 spectateurs. Et là, récemment, on a eu l'annonce de l'ouverture d'un musée Avicii qui s'appelle Avicii Experience. Donc, il ouvre le 26 février à Stockholm et c'est son père qui s'est en grande partie chargé de mettre en place ce projet. Une partie des bénéfices reviendra à la fondation de Tim. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais qu'on s'attarde 5 minutes sur son traitement médical. Quand il a eu son premier accident là, avec sa pancréatite, apparemment l'équipe médicale lui aurait prescrit du Percocet. Je ne sais pas si je le dis bien, je ne connais pas du tout ce médicament. Apparemment c'est un fort antidouleur et Avicii en aurait abusé. Il dit qu'il prenait jusqu'à 20 cachets de cet opioïde et je suis tombée sur un forum de discussion à propos d'Avicii et il y a quelqu'un qui apparemment a relevé qu'un jour Tim avait mentionné qu'il prenait de la gabapentine. Alors je ne connais pas du tout, mais apparemment c'est quelque chose d'assez difficile et lourd à gérer. Et selon même les psychiatres, c'est vraiment de l'artillerie lourde. Enfin, vaut mieux l'éviter en fait au maximum. On s'en sert pour l'épilepsie, mais également pour les douleurs nerveuses. Ça a comme effet secondaire des pensées morbides. Forcément, on se pose des questions, surtout si il les a mélangées avec des boissons alcoolisées, tout ça. Bon bah voilà, on est en droit de se demander si finalement, est-ce que c'est que la dépression ou un traitement trop fort avec des effets secondaires trop lourds, en plus ajouté à un terrain anxieux et quand même dépressif, ça n'a pas du coup tout intensifié et qui l'a donc conduit à ça. Voilà, franchement, j'ai pas trouvé plus sur son traitement. C'est vrai que c'est une piste que j'ai voulu creuser parce que je vais pas dire que je ne comprends pas qu'il ait mis fin à ses jours, mais je comprends pas trop le timing en fait, si vous voulez, même si au final, bien sûr, il n'y a pas de timing, on est d'accord. Mais je me dis, punaise, le plus dur était passé, quoi. Il avait fait le plus dur, maintenant ça allait. Mais chercher trop le sens de l'existence peut avoir vraiment des effets négatifs, hein, je trouve. Parfois, faut juste laisser les choses couler et je pense que c'est peut-être une combinaison de tout ça qui a fait que Tim a complètement décroché, quoi, alors que ça avait l'air d'aller mieux. En tout cas, ce qui le stressait vraiment, c'était principalement les scènes. Il avait arrêté, ça faisait 2 ans. Donc, personnellement, je vous dis, hein, je reste un peu interdite. Ça m'a vraiment choqué, son départ. Et même si, voilà, se poser des questions ne le ramènera pas, je me demande quand même qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et si c'était encore, ça peut arriver, hein, une erreur médicale ou un traitement mal géré, mal suivi, plus suivi par-dessus, voilà, s'il consommait des choses et tout, est-ce que ça pourrait justifier ou est-ce que c'est vraiment tout simplement, en fait, un mal de vivre qui, malgré l'arrêt de ses tournées et tout, ne s'est pas estompé pour autant. Voilà, je vous laisse donner vos avis dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao.